Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus et des Pop, témoins des pires moments de la vie de ce jeune adolescent de 11 ans. Bonjour à tous, bonjour Ali. Bien entendu, bonjour. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis un jeune adolescent Elles savent. innocent. Innocent, bien entendu, et pur. La pureté en personne. On se retrouve pour l'épisode 17 de La Cloche. Tu représentes Seth Rollins. Aujourd'hui, le Messie. Seth Rollins, tu es un disciple. Tout à fait, bien sûr, oui. Non, j'aime beaucoup ce personnage. J'aime bien les personnages un petit peu voilà, de Messi, de faux Messi. J'adorais dans Les Robins des Bois Father Tom. Ok, j'ai des vagues souvenirs. Pour les anciens, il y a beaucoup d'archives sur YouTube, à Comédie où il arrivait, voilà. Alléluia, Alléluia. Il arrivait avec des gardes du corps et tout ça, c'était vraiment très sympa. C'est vrai que ce personnage est intéressant. Et Seth Rollins qui se marre lui-même en disant que ça lui fait plaisir de jouer un Messie, car lui-même est athée. Ah. Et donc ça l'amuse un petit peu de pouvoir jouer sur ça. On peut comprendre. On va faire un épisode aujourd'hui sur la période 2011-2012. On va être entre deux WrestleMania. D'abord, comme vous le savez, on lit les commentaires, on lit tous les commentaires et Ouais. on essaye un maximum de répondre, on va dire, à vos commentaires et à votre demande de contenu. Dans les commentaires, vous avez cité la rivalité entre Randy Orton et Christian, qui suivait WrestleMania 27 où Edge avait dû prendre sa retraite après ce WrestleMania. Donc on va démarrer en parlant justement un petit peu de cette rivalité entre Christian et Randy Orton, car c'est vrai que c'est le moment où Christian a explosé à la WWE. Oui. Et ensuite, on va s'intéresser à certaines personnes aujourd'hui. Donc bien entendu, là, c'est 2-3 épisodes de WrestleMania 28 à WrestleMania 30, beaucoup de Daniel Bryan. Oui, Beaucoup de bien Daniel sûr, bah, Bryan. évidemment, il explose jusqu'à l'avènement à WrestleMania 30. J'ai hâte d'avoir ton récit de WrestleMania 30 qui reste l'un de mes préférés vraiment de ces dernières années. Et également, on parlera un petit peu de ce qu'a fait Brock Lesnar en 2012 après c'est son retour, on va dire, donc le lendemain du Raw de WrestleMania 28. Et on va également mentionner les débuts d'un des clans qui a marqué l'histoire de la WWE. Ces dernières années, on va dire qu'il y a eu deux très grands clans. Il y en a un qui vient de fêter son anniversaire. Oui, la Nexus. La Nexus également, qui Les vient 10 ans. Les 10 ans quand même, c'est fou de se dire que Oui, ça fait déjà... on ne sait pas où sont passées ces 10 années. Enfin, vous qui êtes jeune, vous savez parfaitement où vous avez passé, hein, évidemment, dans des bars, j'imagine. Mais nous, enfin, 11 et 22, hein, non, voilà, oui. Ça paraît fou de se dire que ça fait déjà 10 ans et de voir l'évolution de tous ces gars. Bon, on en avait déjà évidemment parlé au moment des débuts de la Nexus, mais voilà, ça reste fou. Mais justement, pour info, petit cheap plug, il va y avoir une vidéo qui va sortir sur Catch Club lors des prochains jours. Par rapport à la Nexus, en gros, c'est que sont-ils devenus? La WWE fait souvent ce genre de vidéo, que Where are they now? Exactly. Exact. Donc, je vais justement un petit peu vous parler des 7 membres originaux, car Daniel Bryan, on sait tous ce qu'il est devenu, mais on va s'intéresser aux 7 membres originaux de la Nexus, savoir où ils sont aujourd'hui. Une petite mise à jour pour tous les fans de la période Catch Attack qui ont vraiment suivi ce clan de très près. Et l'autre clan qui a marqué la WWE ces dernières années, bien entendu, il s'agit de la Lucha House Party. Qu'on adore tous, c'est vrai. Franchement, la Dora de Linksé, le grand métalleux et évidemment Callisto, d'ailleurs Bien entendu. Ballisto, Bien comme vu. l'appellent certains pour les anciens, évidemment, Tout à fait. la barre chocolatée délicieuse. Mais on va également citer... Oui, Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta, The Shield is in the cloche tonight. Exactement, on va finir avec ce magnifique clan. Je sais pas prêt. Attention. Ah ouais, non, mais Tu je viens de suis pas- monter plusieurs étages. donc, Oui, euh, oui. c'est- Mais je suis pas habitué à m'exciter comme ça dans la vie. Je Je garde comprends, ça oui. pour le micro. Donc voilà. Non mais on parlera donc du Shield aujourd'hui, donc restez bien dans les starting blocks. Hein, si tout ce qui est avant ne vous intéresse pas, le Shield arrive dans quelques minutes. Tout à fait. On démarre avec Randy Orton contre Christian. Donc moi je vais juste remettre les choses en place et après je vais te laisser t'exprimer par rapport à tes souvenirs. Pour rappel, nous sommes en 2011, WrestleMania 27, Edge défend le World Heavyweight Title contre Alberto Del Rio et Edge remporte son match. Oui. Sauf que, une semaine plus tard, Edge vient annoncer à Raw que malheureusement il a dû passer des examens et il va prendre sa retraite. Bien entendu, 9 ans plus tard aujourd'hui, on sait que Edge est de retour et qu'il va d'ailleurs nous proposer le plus grand match de catch de tous les temps ce dimanche, WWE Backlash, WWE Network bien entendu. Eh oui, dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin exactement, en exclusivité sur le WWE Network. Yes, le lien sera dans la description. Oh, il est gentil. Et par contre, on va dire que la retraite de Edge a bénéficié à son ancien Ah bah partenaire. évidemment, oui, clairement. Malheureusement,
presque dans une situation similaire, mais bien plus tragique, le décès d'Eddie Guerrero a Exact. bénéficié à Rey Mysterio. Donc, dis-nous un petit peu de tes souvenirs. Faut savoir que Christian était sur une phase où il venait juste de revenir de Impact Wrestling. Oui. Donc Christian qui était frais à ce moment-là, la WWE, c'était le nouveau Christian. On en a parlé déjà dans un épisode de La Cloche. Moi, ma période préférée de Christian, c'est en Captain, solo. Ouais, Captain Charisma, juste avant son départ, en fait, où il enchaîne contre John Cena notamment une série de matchs exceptionnels où il bump de ouf par-dessus la troisième corde, du haut de la troisième corde. Enfin voilà, il offre à Cena quelques belles victoires et quelques gros combats à l'époque. Ensuite, effectivement, il s'en va à la TNA à l'époque, aujourd'hui Impact. Et là, oui, il revient. Mais bah, je t'en prie, continue à expliquer un petit peu le contexte. Et moi, je dirais que on finissait par ne plus y croire. Ben, On se disait qu'il n'allait jamais être champion. C'était un petit peu, je pense, la mentalité des gens à cette période. Sauf que il y a un match à SmackDown pour devenir number one contender, donc le challenger aspirant numéro 1 au titre. Et c'est Christian qui remporte ce match. Et donc lors de Extreme Rules, Christian affronte Alberto Del Rio dans un ladder match. Et à partir de là, donc je te lance un petit peu. Dis-nous ce dont tu te rappelles. Je me souviens justement que c'était un match de l'échelle, parce qu'on attendait tout ça avec impatience. Christian dans un match de l'échelle, c'est toujours un plaisir à voir. Et là, tu me rappelles hors antenne que Edge était venu distraire Alberto Del Rio. C'est vrai que j'avais plutôt oublié cela. Mais je me souviens en fait de la durée du règne qui avait été très court, très vite battu par Randy Orton, donc Christian. Mais donc, au moment où il le gagne, on ne sait pas que ça va être un règne très court. Donc, je me souviens de cette joie ressentie, je pense, par tous les fans de l'époque Air Attitude, qui adoraient Edge et Christian, qui savaient évidemment que Edge était extrêmement talentueux, mais on était nombreux aussi à se dire que Christian avait tout le talent du monde. Et plusieurs fois dans son passé, il y avait déjà des bons moments où on se disait qu'il aurait pu peut-être atteindre un titre mondial, notamment son association avec Tomko, quand ils sont voilà, à la fois très sérieux mais aussi humoristiques. Je me souviens du rap, où Tomko gave me the beat. C'est presque dommage qu'il soit allé à la TNA. Après, je comprends pourquoi il est allé, parce qu'évidemment, il voulait être un gros poisson dans une plus petite mer, comme on dit en anglais, pour pouvoir vraiment briller et être le visage de la TNA, ce qu'il a été avec Angle et d'autres à ce moment-là, et qui n'avait pas forcément la place pour lui à la WWE. Mais cette victoire contre Del Rio, effectivement, c'était l'avènement d'une superstar aussi, parmi tant d'autres, où on se disait que finalement jamais il deviendrait champion. Il avait tellement eu de talent pour les titres secondaires, tellement par équipe. Moi, rien que sa musique d'entrée aussi, Christian, Christian, at last, you're on your own. Enfin, bon, voilà, moi je vibrais devant ça et j'étais vraiment très heureux de le voir battre Del Rio. Après, la joie fut de courte durée. Et je me souviens vraiment du backlash, pas le pay-per-view qu'on devra vivre ce week-end, mais sur les réseaux sociaux, déjà à l'époque, les gens étaient vénères, mais de chez vénères. C'est ce que j'avais en tête là. Ouais. Ils étaient très énervés, quoi. Putain, ils nous ont trahis, pourquoi ils donnent le titre à Orton, pourquoi si court. Après, ça a souvent été comme ça dans l'histoire de la WWE. Il y a eu des champions de transition. Bon, je pense souvent au Chic, moi, c'est ma génération, qui gagne contre Backlund et qui, quelques jours plus tard, perd contre Hogan et lance la Hulkamania. Mais Edge, en son temps aussi, avait été un champion de transition avec le Money in the Bank. Sa première utilisation Money in the Bank. Il perd le titre très rapidement derrière. Enfin, pas non plus quelques jours, mais rapidement aussi. Donc voilà, on était tous déçus et choqués que Christian puisse perdre en quelques jours seulement. C'était vraiment intéressant à ce moment-là de voir comment les gens étaient énervés sur les réseaux sociaux, parce que comme tu as dit, ils se sont sentis trahis, et surtout, la plupart des gens étaient persuadés que du coup la WWE se moquait de Christian. C'était en mode, oui. Bon, on te donne le titre 5 jours pour faire plaisir aux fans, mais tu l'auras plus jamais. À ce moment-là, les gens ont cru que c'était ça, alors qu'au final, comme souvent, cette défaite, c'est une des meilleures choses qui lui arrivait. Parce que derrière, tous les fans étaient totalement du côté de Christian. Je pense que c'était vraiment la période où il a reçu les plus grosses pop du côté de SmackDown. Et ça a lancé une très belle rivalité contre Randy Orton qui a duré plusieurs mois. Et j'ai pas un match particulier en tête. Peut-être un match à SmackDown, celui qui était à la fin de la rivalité. Mais ce dont je me rappelle, c'est que on a eu vraiment plein de highlights durant ces matchs. Avec notamment Randy Orton qui arrivait à nous sortir à chaque fois un RKO. À chaque fois au-dessus. Toujours Christian qui tentait un springboard par exemple ou un saut de la troisième corde et Randy Orton qui arrivait à le contrer d'une manière magnifique jusqu'à ce que Christian réussisse à battre Randy Orton pour redevenir champion. Et là on va par disqualification quand même, faut préciser, et je crois que les gens étaient aussi vénères à ce moment-là, et Christian était finalement devenu malgré tout heel dans l'histoire. Le fait de cracher au visage de Randy Orton pour l'inciter à péter les plombs
et il perd le titre parce que la stipulation était si Orton se fait disqualifier, il perd le titre. Et on l'avait vu avec Jericho Punk à WrestleMania, bon, il n'y avait pas eu d'incidence sur le match. Là, cette fois, il lui met un coup directement dans les parties intimes, un shero shot, comme on dit dans notre communauté, et ça permet à Christian de redevenir champion du monde grâce à cela. Mais c'est vrai, je garde un souvenir non pas impérissable et fou, et je les ai pas revus depuis, à part évidemment pour les avoir commentés en DVD, mais c'est vrai que la rivalité, les matchs étaient bons. Mhm. Les gens étaient très déçus des résultats, jusqu'à ce qu'ils regagnent le titre, mais les matchs étaient très bons, et c'était encore une fois la preuve que Christian effectivement est un catcheur de qualité, qu'on oublie d'ailleurs beaucoup aujourd'hui. Là, il est revenu cette semaine à Raw, évidemment, pour donner son avis sur Edge et Randy Orton, mais c'est vrai qu'il est un peu parti ensuite dans l'oubli rapidement, en quelque sorte. On n'a jamais eu de retraite officielle, on n'a jamais eu de... Il n'y a pas encore eu d'intronisation au Hall of Fame, donc il y a un peu ce goût amer vis-à-vis de Christian qui, me semble-t-il, a dit en interview qu'il ne reviendrait pas, qu'il a malheureusement une blessure qui l'empêche de recommencer. Bah, il a dit qu'il avait cette blessure, tout à fait, mais il a également dit qu'au final, lui, quand il regarde sa carrière, il trouve qu'il a accompli ce qu'il avait Ah à bah oui, accomplir. largement, bien sûr. Totalement, Non, hein, non, c'est sûr, on peut pas juger, mais les fans que nous sommes aimerions le Bien voir sûr. plus mis en avant, plus joliment honoré, quoi. Mais c'est bien de voir comment il a l'air à l'aise et tranquille dans sa tête. Que voilà, il se dit que cette page est tournée, voilà, ça le ronge pas trop. En tout cas, il le laisse pas paraître. Parce que, comme on en parlait par rapport à The Undertaker, justement, là, et de Last Ride, de ce documentaire qui est sur le WWE Network, c'est intéressant de voir que dans ce documentaire, The Undertaker dit à un moment qu'il est jaloux de Shawn Michaels. Parce D'avoir que, pu couper et de se dire je m'arrête, tout à c'est fait. bon pour moi. Oui, je comprends, parce qu'effectivement, ça doit. Il doit à la fois aimer ce qu'il fait et continuer. Après, on le voit dans le reportage, il est triste et choqué parfois de ses propres performances Mhm. qui sont plus à la hauteur de ce qu'il aimerait. Et donc en même temps, il veut continuer pour essayer toujours d'avoir ce dernier truc où les gens pourront dire waouh. Mais dans sa tête, il sait aussi que même si un jour il refait un match 5 étoiles et qu'on est tous waouh, bah il se dira non, moi, j'en veux quand même encore un autre. Enfin voilà, je comprends parfaitement ce qui se passe dans sa tête, quoi. Quand tu l'écoutes, en tout cas, tu sens que au fond, il veut pas du tout arrêter. Non, mais Il veut pas du tout arrêter, hein. dans cette catégorie-là, il est dans les Terry Funk, les Mick Foley qui ont pris leur retraite 10 fois et qui sont revenus 11. Parce que voilà, Terry Funk qui prend sa retraite une première fois au Japon avec cette célèbre vidéo où on le voit à côté de son frère doré, Forever, Forever. Oui, où le public japonais est fou, lui il est en larmes et tout, et puis finalement il revient catcher, il reprend sa retraite quelques années plus tard, il revient, enfin, il y a des mecs comme ça qui sont un peu à la Molière, voilà, qui veulent partir sur le ring, Oui. Non, comme le chantait Dalida, il veut mourir sur scène. ce serait intéressant vraiment de savoir quand sera son dernier match parce que pour le moment c'est impossible à dire. Et dans ce reportage c'est également intéressant de voir quelque chose que Kurt Angle avait déjà précisé l'année dernière, mais tu vois, moi en tant que fan par exemple c'est quelque chose que je ne peux pas savoir. Je n'hésiterai pas à poser la question aux futurs catcheurs que j'interviewerai. Kurt Angle avait précisé par exemple que faire moins de matchs au cours de l'année, ben en fait c'est pire pour le corps. Et Parce bien qu'il est plus Undertaker habitué, explique ouais. exactement la même chose. T'es plus On dans le pourrait rythme. croire que du coup, bah non, si tu fais un match ou deux par an, c'est beaucoup plus simple. Bah en fait, pas du tout. Oui, oui, ça me paraît effectivement logique, mais en même temps, je comprends aussi qu'on se dise le contraire. Mais c'est vrai, ton corps est pas habitué, donc finalement, le tomber sur le ring et compagnie, ça te fait beaucoup plus mal que si tu le fais tous les jours et que tu es dans la routine. Mhm. Mais bon, en tout cas, pour Kurt Angle, moi je me souviens de l'avoir interviewé la veille de son match contre Corbin, et il était rincé. Il nous disait hors caméra, franchement, je suis content que ça s'arrête. Ah ouais. Je suis épuisé, là, j'ai besoin d'arrêter. Et à tel point que, si je ne me trompe pas, il commence les interviews, parce que tu sais, c'est dans une salle où il y a une dizaine de catcheurs qui tournent, donc presque toute la journée. Enfin, tu commences le matin, tu es convoqué à 7h, les superstars arrivent vers 8h30, et tu finis à 16h. Enfin, c'est assez long. Et Kurt Angle a fait une ou deux interviews debout, et après, ça sera sur une chaise, parce que rester debout, il était plus capable de tenir plusieurs heures debout pour des interviews. Et vraiment, il était fatigué, quoi. Pas, il avait l'air aussi fatigué psychologiquement, évidemment, le côté d'être de nouveau sur la route, tout ça, mais il avait l'air plutôt apaisé dans le sens où, voilà, demain contre Corbin, vraisemblablement c'est le dernier match. Évidemment, il nous a pas dit je vais perdre. Ça, les superstars ne nous donnent jamais de résultats comme ça.
Mais voilà, on se doutait qu'il allait perdre et lui le vivait bien. Il était, voilà, allez, comme ça maintenant, je peux passer à autre chose parce que j'ai plus ce qu'il faut, quoi. Oui, mais c'était intéressant de savoir que dans une interview, Kurt Angle avait précisé, je l'explique pour les quelques fans qui avaient peut-être pas vu l'interview, que quand il arrivait à la WWE, il souhaitait avoir un emploi du temps, on va dire, un peu plus rythmé. Il voulait catcher quand même de temps en temps. Vince McMahon ne voulait pas. Vince McMahon, au départ, lui a dit non, non, on va aller tranquille avec toi. Et il explique que c'est ce qui a mené, on va dire, au fait que son corps rouille un petit peu. Mm. Moins tu es utilisé, comme Christophe vient de l'expliquer, ben moins ton corps est habitué à prendre des chocs, donc ton corps se réhabitue, on va dire, à ne pas catcher. Et donc à chaque fois qu'après il retourne dans le ring, ben, ça lui faisait de plus en plus mal. Et c'est un On petit... l'a vu aussi dans une moindre mesure avec Daniel Bryan. Quand il est revenu, les premiers matchs qu'il a fait, quand il prenait des atémies, Mm. il saignait très vite du torse. Mm. Et ça, c'est pareil, mais après, évidemment, c'est beaucoup moins handicapant. Je veux dire, tu as un hématome, des atémies, voilà, on en a tous pris. Moi, j'en ai aussi pris moult. Et Quelques-uns. ça fait mal, mais c'est pas dangereux pour la santé, quoi. Mais c'est un signe, comment dire, ostentatoire Mhm. du fait que ton corps n'est plus habitué. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, bon, après, je pense quand même qu'un mec comme Walter peut me tuer avec un athémie. Ah oui, non, bien sûr, hein, c'est pas ce que je dis. Non, non, je dis pas. Non, commencez pas à vous mettre des atémies chez vous Littéralement, pour le plaisir. il m'élimine du monde, je Non, pense. évidemment, non, Je- mais Samoa Joe, Kobashi, oui, bien sûr. Mais normalement, pour un Daniel Bryan, c'est beaucoup moins risqué que de prendre une superplex de la troisième corde ou ce genre de choses qui sont beaucoup plus violentes C'est vrai. physiquement. Je parlais pour les superstars, pas pour les êtres humains lambda, et encore, Et encore. même lambda est mieux que nous, quoi. Exactement. Salut lambda. On enchaîne très rapidement sur une petite mise à jour par rapport à l'année 2012 de Brock Lesnar. Ça va être important car derrière, on va le mentionner lors du prochain WrestleMania. Donc juste pour savoir ce qu'a fait un petit peu Brock Lesnar en 2012. Oui, qu'est-ce qu'il a fait on- alors hein, Qu'est-ce qu'il a fait il a ouvert un magasin de tacos. Non, donc il est revenu le lendemain de WrestleMania 28 en attaquant John Cena. Oui. Et en fait, on apprend que c'est John Laurinaitis qui avait embauché Brock J'ai Lesnar. plutôt fait Guy Lux. Par contre. Pour les jeunes qui nous regardent, qui ne savent pas qui était Guy Lux, un grand producteur de télévision, grand C'est présentateur également. Ancien rappeur. Moi aussi. Mais voilà, Interville notamment, c'était Guy Lux. Ah oui, les gars, Michel, salut Michel. Donc Brock Lesnar a été réembauché par John Laurinaitis à ce moment-là pour être le nouveau visage de la WWE, car John Laurinaitis n'en voulait plus de John Cena. Mais qui voulait John Cena à l'époque soyons Ouais, honnêtes. c'est vrai, il y avait un petit ras-le-bol. Bah oui. Un petit Et ras-le-bol. ce qui est fou, et ça je l'ai découvert grâce à l'équipe, c'est que le ras-le-bol est déjà présent à Chicago, à WrestleMania 22 contre Triple H. Ou WrestleMania 20... Oui, non, 22. 21, il gagne le titre contre JBL. Mhm. 22, il affronte Triple H à Chicago. Oh, c'est Et 6 déjà ans là, avant, il se quand fait... même bah, déjà. ah ouais, il se fait huer déjà. Il se fait huer. Bon, après, pour en avoir parlé avec Ishtou, merci. C'était Chicago, donc voilà, il y a toujours un peu cette ville. Chicago comme Toronto sont des villes qui vont toujours un peu à l'encontre de ce qu'on attend des fans. Mais oui, il se fait. C'est la bronca quand Cena arrive à Chicago. C'est quand même intéressant de voir parce que jouer un babyface toute sa carrière, c'est quand même ultra compliqué. Et je veux dire, tu compares à quelques autres catcheurs qui ont fait ça parce que c'est rare, mais je me rappelle jamais avoir vu Steamboat être hué par Non. exemple. Enfin, tu vois ce Mais que je veux dire? c'était une autre époque. C'est vrai. Parce que Steamboat, avec son personnage de gentil père de famille, qui dès qu'il a un match de championnat vient avec le petit déguisé en dragon et compagnie, C'est et pas madame. huable. C'est pas Ah huable. bah si, dans les années 80, non. Non, mais ouais. en 90, Ah, Era Attitude, ça passe 2000, pas. ah oui, il se serait fait siffler, ça aurait été le heel ultime C'est d'arriver vrai. avec son gamin déguisé en dragon. Mais dans les années 80 et 70, le public effectivement était plus habitué. Mais c'est souvent ce que j'explique aux journalistes pour expliquer ah oui, est-ce que le catch a évolué? Ben oui, il a évolué. Dans les années 80, les superstars étaient gentilles ou méchantes, comme à la télévision où tu avais voilà, les héros gentils et contre eux des anti-héros, quoi. Et dans les années 90, ben, tout ça évolue avec de notre côté Stone Cold Steve Austin. Et pour les amoureux de la télé, ben, tu as The Shield avec Vic McKee qui est à la fois un héros à la Stone Cold Steve Austin parce que il a des valeurs, mais en même temps c'est un heel parce que il est vendu, il braque des braqueurs, enfin il fait des choses peu avouables pour un policier. Et pareil avec The Wire, enfin il y a beaucoup de... Et la télévision a évolué comme le catch a évolué, les personnages sont plus gris.
C'est vrai, ça me fait penser aussi, on parle série maintenant, mais ça me fait penser aussi un peu à Dexter. Je sais pas si Oui, tu oui, as bah vu c'est ça, bien sûr. Dexter Oui, qui est oui. quand même un tueur en série, je Bah veux oui. dire, donc... Mais c'est le héros de la C'est série. exactement, ouais, c'est vrai. Comme Breaking Bad ou autre, effectivement. Bah, c'est l'univers d'Ajus, hein. Peut-être qu'un jour, quand Ali aura enfin un vrai studio à nous proposer, autre que ces top traumatisés, je ferai peut-être quelques vidéos parler de séries, parce que voilà, moi, Toi quelque aussi chose tu qui es a à fond, marqué, ouais. bah oui, ça a marqué ma vie de tout petit, voilà, les agences touristes et autres, Code Quantum plus tard, et puis ensuite The Wire, The Shield, Les Sopranos. Enfin voilà, il y a moult séries qui ont marqué ma vie et qui peuvent être connectées d'une manière ou d'une autre avec notre passion principale qui est le catch. Notez que ce futur concept arrive. Donc on a le droit au premier match de Brock Lesnar face à John Cena à Extreme Rules. On l'avait un petit peu mentionné la semaine dernière, mais petite déception au niveau de ce premier match. Pas au niveau de l'intensité, Non, parce parce que que on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu à la WWE depuis des années. et c'était voulu, on avait déjà, je crois, évoqué dans l'épisode précédent, et la WWE a fait revenir Cena en disant que Cena était revenu légitimer la Lesnar. WWE. Lesnar, pardon, oui, revenait légitimer la WWE, dans le sens, j'étais champion UFC, maintenant votre petit spectacle Sports Entertainment, ça va redevenir brutal. Et c'est vrai que ce premier match contre Cena l'était brutal, et ça a laissé tout le monde choqué. Cena se fait péter la gueule, malheureusement, et je pense que c'était un mauvais choix de la part de la WWE. Cena gagne le match Mhm. à la fin, comme souvent à cette époque, Mhm. qu'on appelait Super Cena. Il se fait démolir par le Great Khali, il se fait démolir, bon, Dieu merci, il bat le Great Khali, mais voilà, contre Umaga, contre plein de gars comme ça où il se fait démolir, et il finit par gagner. Et là, contre Lesnar, c'était assez similaire, si ce n'est que c'était puissance 1000. Vraiment, Lesnar lui pète la gueule, quoi. Bah, le match démarre avec deux coups d'avant-bras qui ouvrent directement Ah ouais. violemment le front de John Cena à ce moment-là, donc petite pause durant le match et tout. Mais ça nous met dans l'ambiance tout de suite, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et oui, voilà, bon, Brock Lesnar, certaines personnes disent parfois c'est que souplex, etc. ici, mais il sait ce qu'il fait dans un ring. Oui, bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, il était un petit peu moins feignasse, Mhm. et il n'y avait pas que des souplesses. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut être honnête, c'est vrai que ça fait 2 3 ans que c'est Suplex City Beach, et puis voilà. Mais à l'époque... D'ailleurs, à propos, c'est marrant, mais pendant Angle Shawn Michaels de WrestleMania 21, également, diffusé la semaine dernière sur l'équipe, ce week-end, c'est WrestleMania 22, avec notamment Edge, Mick Foley. Ouh. Ne vous énervez pas trop, l'ordre des matchs a été changé, parce que c'était trop tôt. Pour diffuser Edge, Bien Mick Foley, sûr, bien sûr, ça ouais. devait passer à 21h et quelques à la base. Donc ils ont décidé non pas de couper le match, mais de le déplacer un peu plus tard dans le Ok, show pour pas se faire attaquer par le CSA notamment, parce que c'est vrai que c'est brutal, on n'est plus ok. habitué, c'est extrêmement violent. Mais pendant le match Kurt Angle Shawn Michaels, Taz dit It's Suplex City quand, Ok. Angle commence à porter des German sur Shawn Michaels, quoi. Ah, ok, Donc voilà, ouais. Suplex City, ça existait déjà à WrestleMania 21. Taz Bravo à Taz. qui pourrait demander des royalties sur ce Après, cas. cela dit, la première fois que j'entends une expression similaire, c'était Gorilla Monsoon qui parlait de Tombstone City quand l'Undertaker portait son Tombstone. Ah, Donc, j'avais jamais entendu ça. ouais, bah oui, mais Christophe a juste Bien mon gars. entendu, Ouais, bien Catch Club. entendu. Allez, top. Ouais, c'est vrai. Vous êtes pas trop choqués? Si, c'est vrai. Parle de nous. Je parle de vous, les filles. Merci. N'importe quoi. Pardon. Donc on revient sur Brock Lesnar. Le lendemain Ok. de ce match, Brock Lesnar est à Raw où lors d'un des Raw suivants, il s'énerve car Triple H dit que le contrat que John Laurinaitis a fait signer à Brock Lesnar, c'est pas sûr qu'il soit valide, etc. Donc il y a des choses à vérifier. Donc Lesnar attaque Triple H. Ça va nous mener à un match entre les deux bougres à SummerSlam. Et lors de ce match, c'est toi qui viens d'ailleurs de me le rappeler, à la fin du match, il s'acharne sur le bras de Triple H et il lui casse le bras. Oui, alors je sais plus s'il s'acharne. Je me demande tout simplement s'il lui pète pas le bras, tout simplement pour la fin du match, en quelque sorte, quoi. Il lui porte sa Kimura et il lui casse le bras et Triple H abandonne. Oui, en fait, il refuse de lâcher la prise alors que Triple H abandonne. Donc il continue, et il s'acharne un petit peu et je crois qu'à la fin il fait genre, tu sais, il tourne vraiment le bras vers la fin de la prise. Donc Brock Lesnar détruit le bras de Triple H et il faut savoir que la rivalité entre les deux va continuer et on en parlera dans le prochain épisode car il y aura un match retour à WrestleMania. Oui, évidemment. Mais voilà, Lesnar continue son chemin de destruction et se remet quand même assez rapidement de sa défaite contre Cena. Mais étonnamment, moi, elle reste gravée dans mon esprit. Ça fait partie de ces défaites où je me dis, ça aurait été un tournant.
Bah moi Il aurait fallu lancer Lesnar comme une brute épaisse et ensuite voir où ça mène. Ce qu'ils feront quelques mois plus tard, longs mois plus tard, mais et voilà, un peu tard peut-être à mon goût. moi j'en avais parlé justement, je crois, lors d'un live récemment. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que certes, dans le catch, tout est possible parce que c'est scénarisé, justement. Donc le petit peut battre le grand, etc. Tu vois. Par contre, c'est scénarisé de manière à être un minimum crédible ou réaliste, tu vois ce que je veux dire. Mhm. À ce moment-là, Brock Lesnar sort juste de l'UFC. C'est littéralement l'avant-dernier champion du monde poids lourd de l'UFC. Donc quand t'es champion du monde poids lourd, t'es quand même l'un des mecs les plus dangereux du monde. Ah Je veux oui, dire, c'est donc il pas... aurait dû battre Cena. C'est ça. Je veux dire, pour moi, mais c'était impossible en fait que qui que ce soit batte Brock Lesnar à la WWE. C'était vraiment trop illogique en fait. Surtout John Cena. Et pour son premier gros match, voire même peut-être son premier match tout court d'ailleurs, parce que je pense pas qu'il ait eu de match entre son retour Non, et je le crois pas, moment. ouais. Donc ça aurait dû être là, il aurait dû battre Cena, aller vers le titre et puis devenir champion, et ensuite un an, voire plus, peut-être sans que personne ne le touche. Et le mec qu'il aurait battu à ce moment-là aurait fini par être Exact, une ouais. superstar. Enfin voilà, c'est mon avis partagé par Totalement. Ali de Catch Totalement. Club. Et j'imagine que vous êtes nombreux à partager cet avis parce que c'était d'une logique implacable. Après, la WWE a continué à vivre et les choses se sont oubliées, tassées. La défaite de l'Undertaker à WrestleMania a remis Lesnar sur un piédestal, mais ils auraient pu s'économiser tout ça et faire des choses différemment. Mais ça, c'est toujours dans l'histoire. C'est Tout aurait pu être fait différemment. Hein. c'est vrai. Imaginez nos gueules. Si on avait été différents, ça aurait quand même été mieux. Alors, moi, c'était les dernières forces, c'est pour ça, c'est tout ce qui restait. Mais non, je viens de me souvenir justement parce que j'en parlais avec Alain Mistrangelo, en fait, au téléphone cette semaine, le Pourquoi docteur. tu montes les pop Non, parce il y a quelques jours, je veux dire. Le docteur, bien entendu, qu'on salue. Et on parlait, je sais plus pourquoi, de cette rivalité, mais on mentionnait le fait que, donc, comme je viens de dire, Brock Lesnar sortait juste de l'UFC, mais surtout, pour ceux qui suivent l'UFC, peut-être parce que j'imagine que tu regardes un petit peu, tu vois des choses Ouais, mais passer, bon. quoi, mais voilà. Moi je suis assez fan, vraiment à fond. Grâce à notamment la famille Gracie à la base lors du lancement de l'UFC, puis par la suite des noms comme Anderson Silva par exemple, etc. Mais du coup, je regardais ces pay-per-view UFC en direct à l'époque. Et pour toute personne qui ne connaît pas le niveau de Brock Lesnar à l'UFC, je vous conseille Brock Lesnar contre Shane Carwin. Je sais pas si ce match va te parler comme ça Non, forcément, absolument pas. mais en gros, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, quand Brock Lesnar était à l'UFC, au bout de 2-3 matchs, très rapidement, il est devenu champion du monde poids lourd en battant Randy Couture. Randy Couture qui est une des plus La grandes légende. légendes de l'UFC, première personne qui a été champion du monde dans 2 catégories différentes. Donc c'était assez choquant à ce moment-là, mais il faut savoir que Randy Couture était plutôt en fin de carrière tout de même. Par contre, derrière, Lesnar tombe malade. Diverticulite, etc. Après de 2 ans d'absence, ce qui fait que l'UFC crée un titre de champion du monde intérim. C'est ce que l'UFC fait d'habitude. Oui. Et ce que fait NXT avec son titre Cruiserweight. Cruiserweight, exactement. Donc, Brock Lesnar, voilà, va se soigner au Canada parce que le système de santé, comme il avait expliqué à ce moment-là au Canada, était beaucoup mieux qu'aux États-Unis. Puis il revient aux États-Unis. Et donc on a un match à l'UFC, champion du monde poids lourd contre champion du monde poids lourd. Shane Carwin à ce moment-là, gros mec baraqué, chauve, spécialiste de lutte comme Brock Lesnar, mais par contre il avait une puissance de KO qui faisait que, je sais plus combien de matchs il avait fait jusqu'à là, mais il était donc devenu champion du monde par intérim en ayant remporté tous ses matchs invaincus. Premier round, ça te donne l'idée du truc, Oui. tu vois. Donc au moins, ce qui est bien avec ce genre d'athlète, c'est que tu sais que bon, bah, il faut faire attention à la droite. Par contre, ce que tu sais également, c'est que si tu le fais passer le premier Si ça round, dure, ça va être plus compliqué pour lui. exactement. On a tous vu Rocky. Hein. Et donc le match démarre, Carwin commence à mettre 2-3 patates à Lesnar, Lesnar tombe au sol, et là, on a 4 minutes. 4 minutes d'un mec qui pèse 120 kilos, qui met des coups de poing dans la tête de Brock Lesnar. Pendant 4 minutes non-stop. Pa, pa, pa. Coup d'avant-bras, mais d'une violence, d'une violence. Donc je vous conseille vraiment tous ce match. Brock Lesnar contre Shane Carwin. Lesnar prend 4 minutes de coup de poing ou n'importe quel autre combattant. L'arbitre aurait arrêté le Bah, match. c'est ce que j'allais dire. Normalement, aujourd'hui, normal- ça aurait été arrêté. j'imagine. Honnêtement, ben, pas pour Lesnar, je pense, parce que les gens savaient que Lesnar avait quand même quelque chose. Et on va dire que tu sais, tant que tu réagis et que tu bouges un peu, tant que t'es pas KO, l'arbitre normalement ne doit pas arrêter le match. Lesnar montrait des signes de vie, il repoussait un petit peu son adversaire, et au bout de 4 minutes 30, il arrive même à se relever. Incroyable. Et là, il se passe ce qu'on vient de dire, lors du second round, bah, Shane Garwin en fait est KO. Il en peut plus. Hmm. Donc là, Brock Lesnar, champion de lutte, NCAA, première division, etc., il met Carwin à terre, il le prend par le cou, il se positionne en 2 temps, comme ça, et étranglement. Mais
Je vous conseille vraiment tous Brock Lesnar contre Shane Carwin, c'était le petit aparté. Ah oui, parce que on tu voit, as vu comme ce match m'a fait... Ah oui, oui, alors, je ne sais combien d'épisodes de La Cloche, on l'a jamais vu aussi excité, quoi. Non, mais c'était Alors vraiment... certainement la présence de ces... qui lui rappellent... voilà. Mais non, ok, très bien. C'était vraiment un super souvenir. Ok. On passe maintenant à nos souvenirs de Daniel Bryan en 2012, parce que Daniel Bryan ressort donc de ce WrestleMania 28 traumatisé. Traumatisé. Ce match de 18 secondes, 18 secondes, ça t'en rappelle les choses. Donc, Il est content. par contre, ce qui se passe, c'est que Daniel Bryan et AJ Lee donc, sont en couple à ce moment-là, et ça va nous mener à une demande en mariage de Daniel Bryan. Est-ce que tu te rappelles un peu de ce mariage? Non, mais tu m'en as parlé un petit peu avant en me disant qu'on allait parler de ça, et j'ai souvenir effectivement elle va dire yes, mais pas pour le mariage. C'est ça le segment Arrow, c'est Oui, ça. voilà. Et que finalement elle dit yes à une autre personne. Et là, Monsieur McMahon arrive. Et Tout à au fait. début, on se demande quoi, elle épouse Monsieur McMahon. Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, tu me l'as rappelé tout à l'heure, oui, elle devient, enfin ça, je vais pas oublier, qu'elle devenait manager général de Raw. Et d'ailleurs, une des meilleures finalement. Elle est un peu oubliée, je trouve, Oui, ce que je me disais. mais dans mon esprit, c'était des bons moments. Et elle était extrêmement talentueuse, Edgely. Je trouve qu'elle manque beaucoup. Malheureusement, elle a quitté plus ou moins en même temps que CM Punk, enfin un an après, je crois. Quelques mois après, elle fait un dernier WrestleMania avec Paige, Ok, oui. à WrestleMania 31, avec Paige contre les Bella Twins. Ok. Et je crois que c'est son dernier, elle s'en va juste après. Mais voilà, moi j'aimais beaucoup Edgely. Je trouvais qu'elle était extrêmement talentueuse, je la trouve extrêmement naturelle. Voilà, elle, elle changeait de toutes les autres femmes à l'époque, à la WWE, qui étaient beaucoup plus dans le côté. Comment dire je trouve pas le mot. Sexiness un peu. Oui, mais physique, oui, tout à fait, oui, ouais. dans ce sens-là. Mais plantureuse, mais c'est pas Ouais. le mot que je cherchais. Mais enfin voilà, qui était plus sur ce registre-là. Et Edge, un petit bout de femme extrêmement dynamique et talentueuse dans le ring, mais aussi au micro, parce que c'est vrai qu'elle tenait la barque. Elle tenait la baraque, voulais-je dire, quand elle était manager général. Il n'y avait pas de honte, tu vois, à lui donner le micro et la laisser faire un segment. Elle était extrêmement talentueuse. Moi, je la regrette beaucoup. Cette manière d'arriver en trottinant Oui, un peu comme ça et la petite maison dans la... tu savais pas trop ce qu'elle faisait parce que parfois en fait elle faisait perdre la personne qu'elle aimait bien ou elle intervenait dans des matchs où elle avait rien à faire. Je veux dire, c'est pas pour critiquer, vous me connaissez, c'est pas mon genre, mais je vais comparer Dana Brooke. Et je parle de la catcheuse, bien entendu. En tant que personne, je suis sûr que c'est quelqu'un de superbe. Mais en tant Elle que est très catcheuse. sympa. Elle est très sympa. Mais en tant que catcheuse, moi, j'ai déjà dit, parfois on peut pas aimer certains personnages. Je n'aime pas le personnage de Dana Brooke, car justement, pour moi, il y a un manque de personnage, en fait. Oui, oui. Pour moi, Dana Brooke, je trouve que, voilà, elle est très gentille, elle est là, elle fait des efforts dans le ring, ça c'est notable, on peut voir qu'elle s'entraîne beaucoup, mais on sait pas qui c'est Dana Brooke, Oui, en fait. elle est trop, j'allais dire plate. Alors, c'est pas un mauvais jeu de mots ou quoi que ce soit, non, mais dans le sens, tu as raison, elle est one-dimensional, comme disent les Américains, Jean-Claude Van Damme, on t'embrasse. Elle sourit, elle est là, et bon, quand elle est méchante, bah, elle s'énerve, Ouais. mais on sait jamais trop pourquoi elle s'énerve, pourquoi un jour elle va être gentille, pourquoi l'autre jour elle va être méchante. On lui donne pas l'opportunité, effectivement, de Non développer, plus, ouais, c'est ça. mais les choses ont changé depuis, parce qu'effectivement, je sais pas comment ils faisaient à l'époque, mais les gens avaient plus de temps au micro, plus de manières de développer leur personnage. Aujourd'hui, ça m'a l'air beaucoup plus accéléré. Bah, Et, en tout cas, et moins AJ Lee, quand elle est approfondi. arrivée, c'était tout de suite un personnage. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait tout Oui. de suite des détails, il y avait tout de suite quelque Mais il chose. n'y avait pas le choix parce qu'elle n'avait pas justement ce physique à la C'est Dana vrai. Brooke qui est à la fois effectivement un peu bimbo mais aussi extrêmement entraînée. Je veux dire, Dana Brooke c'est une athlète incroyable. Elle est très musclée, très agile. Elle a fait beaucoup. Et Jelly c'était un petit bout de femme en fait. Donc faut que je Finalement. me démarque, quoi. Bah oui, et puis pas que elle. Les auteurs ont dû se dire la même chose. On peut pas envoyer Jelly comme ça. Il y a besoin de beaucoup plus parce que sinon c'est juste une jeune fille qui est toute petite, qui court sur pattes, pas beaucoup, enfin à première vue pas tant de muscles que ça. Donc évidemment il fallait lui donner de la présence. Non, mais Je pense. moi, je suis totalement d'accord sur le fait que on l'oublie un peu trop, je trouve, en fait, son passage, alors qu'il était très intéressant. Mais je pense que nous, peut-être qu'on l'oublie, mais en tout cas, je vois souvent dans les commentaires énormément de fans qui demandent encore le retour des Jelly Ah, c'est normal. 2020. C'est l'une Donc, des meilleures elle a femmes. marqué. Elle a C'est marqué l'une les des gens. meilleures femmes qu'on ait eues à la WWE. Je veux dire, il y a eu, évidemment, il y a eu la génération Lita, Trish Stratus.
Victoria aussi, ou Gail Kim, que j'ai beaucoup aimé, qui était très talentueuse dans le ring, mais AJ Lee fait partie de ces jeunes femmes qui ont fait exploser les femmes à la WWE. S'il n'y avait pas eu AJ Lee, je sais pas si une Paige, par exemple, aurait pu tenir ce rôle-là. Paige a beaucoup de talent aussi, et je l'adore, Paige, mais AJ Lee était vraiment à part. Et c'est sans doute en grande partie grâce à elle que, effectivement, les femmes ont pu regagner du temps d'antenne et être prises plus au sérieux, et ainsi de suite, quoi. Ok. Non, Non, mais tu me dis, c'est pas, moi je dis pas la vérité, je donne mon avis, mais je pense être le vrai. Alors je regarde, ouais, attention, Ali est un con. Les gens sont au courant, hein, on m'envoie des messages. C'est ma maman. Oui, Donc en gros, AJ Lee va essayer un petit peu faire de la vie de Daniel Bryan un enfer lors des prochains épisodes. Il faut savoir que Daniel Bryan avait débuté une petite rivalité avec Kane car il était intervenu lors d'un des matchs de championnat de Kane. Donc, les deux catcheurs vont commencer à avoir des problèmes, ils ne vont pas s'entendre, ce qui fait que AJ Lee va proposer à ce moment-là une idée de génie qui va être le Anger Management Class, les cours de maîtrise de la colère. oui, oui, bah oui. Bah, il y avait une série qui était traduite en français, maintenant je ne sais plus, bah, avec Charlie Sheen. Mhm. C'était sa série après Ah, j'ai pas vu. Two and a Half Men, c'était Anger Management. Mais il y a un nom pour ça, mais c'est vrai que maintenant je n'ai pas le mot en français. Oui, Mais oui. voilà. Gestion de la colère. Gestion de la colère. Quels sont un petit peu tes souvenirs de ces segments segments où je veux pas dire de bêtises, je crois qu'on avait Scorpio Sky qui était apparu comme l'un des personnages, potentiellement l'un des Qui était délégués assis TCNA, autour. je crois. Mais donc voilà, quels sont tes souvenirs de l'évolution de Daniel Bryan à ce moment-là? On en a un petit peu parlé la semaine dernière, mais ces segments étaient vraiment quelque chose d'autre, Ah quoi, on oui, va oui, dire. oui, bah oui, bah c'est ce qu'on a évoqué la semaine dernière. C'est toute la force de Daniel Bryan. C'est que non seulement jusque-là, on savait tous qu'il était incroyable sur le ring et extrêmement talentueux, mais grâce à ces cours de gestion de la colère avec le Dr Shelby, avec Kane, on a pu découvrir que Daniel Bryan était aussi capable de, peut-être pas jouer la comédie, mais en tout cas de ne pas se prendre au sérieux, mais le faire sérieusement, comme dirait Monsieur Chéreau. Et voilà, ça, je pense, ça a fait découvrir une toute nouvelle facette de Daniel Bryan à tous les fans de catch du monde, parce que beaucoup l'avaient connu Ring of Honor, un peu au Japon, sur les rings européens, on l'a déjà dit à la ICWA, où on le voyait faire des super matchs, mais on n'avait jamais vu, en tout cas moi, j'avais jamais vu Daniel Bryan avoir le temps d'aller sur ce côté-là, quoi, d'agrandir sa palette de talents. Et moi, ce que je trouve intéressant à partir de ce moment-là, pour Daniel Bryan, parfois, certaines personnes demandent comment est-ce que ça marche à la WWE, comment est-ce que fait un catcheur pour devenir une star, si c'est scénarisé, etc., et que ben c'est pas par rapport à ton talent, on va dire, dans le ring, comment est-ce que tu fais pour devenir une star? Et j'explique parfois que même si c'est pas vraiment par rapport au résultat du match, c'est quand même par rapport à ton talent, au final. Ah bah Car évidemment, c'est ça, c'est tu vois ce que je sûr. veux dire? Mais C'est c'est ton pas que talent, un talent. c'est Je veux exactement. dire, c'est pas le talent de le mec qui est capable de faire 69 moonsaults ou le gars qui est capable de faire 64 vannes. Il faut Mhm. savoir, disons, faire 20 de chaque, je pense. Enfin, j'exagère, mais c'est le mec Ouais, qui ouais. sera le plus Complet? complet qui va y arriver. Après, c'est pas forcément vrai. Le Rock, par exemple, n'a jamais été le plus grand catcheur de tous les temps. Mais il était Et... tellement. Mais voilà, il avait tellement de overness, Ouais. comme diraient nos amis qui jouent à TEW ou enfin, bref. Euh, Pour Daniel Bryan, il avait les deux et de manière très puissante aussi. C'est ce qui fait sa force, quoi. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, en fait, et c'est ce qui est beau dans le catch, c'est que tu peux pas vraiment changer le cours d'une série ou d'un film, mais tu peux changer le cours du catch. C'est vrai. Les fans peuvent changer ce qui se passe. Et parfois, la WWE va. Pas que la WWE, les fédérations vont improviser par rapport à des réactions. Là, par exemple, je suis pas persuadé que la fédération savait que ça allait autant marcher entre Kane et Daniel Bryan. Bien sûr. Mais Oui, au oui, je suis final- même sûr que le Dr Shelby, il était booké que pour un show, pour un segment. Et qu'ensuite, ils se sont dit, mais en fait, c'est génial, Ouais. il faut qu'on continue, il faut qu'on fasse marcher le truc, quoi. Et voilà, ils ont bien fait. Mais c'est bien la preuve aussi que Daniel Bryan et Kane étaient super talentueux, puisque le Dr Shelby est revenu il y a un an ou deux, Mhm. avec, je crois, Bailey et Sasha Oui. Banks, et que ça n'a pas marché pareil. Ouais. Alors, c'est pas pour dire que Bailey et Sasha Banks sont nuls. Moi, j'aime franchement beaucoup les deux, et j'aime beaucoup Bailey depuis qu'elle est méchante, notamment là, durant ce confinement, où je trouve que son côté d'en faire des tonnes, Alors là, Bailey est génial. ça en ce fonctionne moment. vraiment bien, à mon avis. Mais c'est la preuve que voilà, il fallait une alchimie, et Kane aussi est un mec hors du commun, capable de jouer un dentiste, puis un mec, enfin voilà, c'est des mecs qui sont au-dessus du lot. Daniel Bryan et Kane, c'est au-dessus de beaucoup de gens. Et peut-être que Bailey et Sasha Banks
bah, si on leur redonnait d'ici quelques mois les mêmes trucs avec Dr. Shelby, ça serait 10 fois mieux parce que il y a aussi eu pas mal de temps depuis et on voit aussi les deux développer leur caractère et leur personnage au fil du temps. Tout à fait. Mais par rapport à tous les segments de Anger Management, donc Anger Management, sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez les chercher, Daniel Bryan et Kane. Quelques petites blagues comme ça dont je me rappelle, c'est qu'à un moment il faut essayer de faire confiance à son partenaire. Donc Dr. Shelby demande à Daniel Bryan ou Kane de se laisser tomber, il faut le rattraper. Et Kane bien entendu qui rattrape jamais Daniel Bryan si je me rappelle bien. Mais moi ce qui m'avait vraiment fait marrer, je crois que c'est lors du premier épisode ou le deuxième où chacun doit se présenter et parler un petit peu de sa vie. Et donc t'as tout le monde qui se présente en disant voilà, moi je suis pompier, j'ai un enfant, j'ai 2 gosses, ma vie c'est ça. Et là t'as Kane qui commence à se présenter. Et il fait voilà, j'ai été kidnappé par mon père quand j'avais 2 ans, ma maison a brûlé quand j'avais 8 ans. Je suis en guerre fratricide depuis 20 ans avec mon frère qui a essayé de tuer plusieurs fois mon père depuis, etc. Et tous les autres qui sont choqués derrière. Bravo aux scénaristes, hein. Franchement, Oui, on oui. critique souvent les scénaristes, mais c'est pas que les catcheurs. Bravo également aux scénaristes qui parfois nous sortent des segments comédie à 2 balles qui valent rien du tout, C'est vrai. mais où là c'était très bien écrit. Plus souvent qu'elle a raison d'ailleurs. Mais Oui. là, oui. Mais parce que c'est ça aussi qui est drôle avec le catch. Si tu remets tout dans un contexte réel, effectivement, ça n'a plus aucun sens. Je veux dire, la vie de Kane, comme résumé comme ça, bah, c'est son vrai personnage. Mais ça marche exactement de la même manière si tu prends Superman ou. Tu vois, l'humour, c'est ça, c'est de prendre quelque chose qui est totalement over the top et d'essayer de le remettre dans la vraie vie, dans un contexte sérieux, et c'est là que ça devient extrêmement drôle. Donc, Hein, Christophe Ajus vous explique l'humour, la cloche, vraiment le tuto humour de la cloche par Christophe Ajus, qui Dieu sait a beaucoup d'humour. ancien comédien. Donc, enfin, toujours comédien d'ailleurs, j'ai envie de dire. Les spectacles arrivent, comme on en avait parlé dans un épisode de La Cloche, ne vous inquiétez pas. Christophe en tournée bientôt dans toute la France et le monde. Car tu as beaucoup de followers au Japon, si tu n'es pas au courant. No. Mais, Ah bon, c'est vrai, j'ai des followers au Japon. bien entendu, tu es très connu. Asuka me suit sur Twitter depuis quelques semaines. Je sais pas si elle me stalk parce que ça fait quelques semaines que je redécouvre sa chaîne YouTube et que je regarde toutes ses vidéos. Et C'est boum. bien. Ah, moi j'adore. Ok, Et j'ai parce pas qu'elle jeté est, un coup d'œil encore. ouais, parce que bah, moi j'aime cette femme. Je veux dire, elle est toute douce, toute mignonne. Et puis c'est le côté, effectivement, la culture japonaise. Et enfin voilà, elle est très touchante, moi je Mhm. trouve, j'adore. Donc oui, et donc elle me suit. Je sais pas d'où ça sort, mais elle me suit. Ouais. Je lui ai écrit pour la remercier de me suivre. Je lui ai mis la petite archive avec Katchoff où je sors mon célébrissime Mamonake. Mamonake. Et elle m'a pas répondu. Mais voilà. Mais bon, en tout cas, si j'ai des followers au Japon, arigato gozaimasu. La tournée arrive. Arigato gozaimasu. Du coup, Dr. Shelby propose à Kane et Daniel Bryan d'essayer de catcher en équipe pour arranger justement la situation. Il va leur proposer plein de petites méthodes, mais l'une des méthodes, bien entendu, on est dans le catch, donc ça va être de catcher en équipe. Il y avait le Hug It Out aussi. Le Hug It Out. Oui, Get Out également, oui. Grand moment en coulisses, donc bien entendu, il essaye également de conseiller à Daniel Bryan et Kane pour calmer les tensions, de se faire un câlin quand ils commencent à trop s'embrouiller. Ça mène à ce premier match de Kane et Daniel Bryan où ils battent les Primetime Players. Donc les Primetime Players. Bah, Titus Sonny et Darren Young quand Tout même. à fait, Bon, tout c'est à écrit fait. là, mais C'est écrit là. je le savais. Pour être honnête, non, je m'en Ils souvenais. commandent tout. Darren Young me suit aussi sur Ah, bien Twitter, sûr, alors voilà. ça. Et Titus O'Neill, je l'ai interviewé une bonne 50aine de fois. Il fait partie de ces rares gars qui sont super gentils, qui se souviennent tout le temps de nous et qui à chaque fois il nous fait la petite vanne. Alors vous avez appris à faire l'aboiement, c'est comme son truc Je ne sais d'université. pas le faire, mais bien entendu, il le fait très bien. Il le fait. Je t'avoue que moi j'adorais quand il arrivait dans le ring et qu'il faisait ça. Enfin moi je fais exprès de le faire mal. Hein. Ça me fait faisait partie du triper. jeu. Donc bizarrement, malgré le fait qu'ils s'embrouillent durant les matchs, la paire Daniel Bryan Kane fonctionne bien, ce qui fait qu'ils vont commencer à catcher de plus en plus en équipe. Et ils vont même remporter les titres par équipe de Raw. Donc on se retrouve avec Daniel Bryan, qui était champion du monde il y a quelques temps et qui se retrouve dans la division par équipe. On pourrait penser que c'est décevant, mais honnêtement non, parce que c'était littéralement le moment où Daniel Bryan a été le mieux utilisé, on va dire, de sa carrière à ce point-là, quoi, avec C'est Kane. vrai. Et ce qui va lui permettre de par la suite retourner vers le titre mondial. Donc voilà, juste Et petit. ils battent quand même Kofi Kingston et R-Truth, en qui pa- étaient les champions par équipe à ce moment-là. Ce qui, en vrai, moi j'avais oublié cette équipe. Moi aussi. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'équipes d'individualité à la WWE qui sont passées, donc c'est vrai que c'est normal qu'on en oublie certaines. Mais oui, tu as raison, il était peut-être plus dans le Championship Picture, comme on dit aux États-Unis, encore une fois, JCVD. Mais l'important à la WWE et même dans toutes les fictions du monde, c'est pas forcément d'être le rôle principal, mais d'être celui qu'on va retenir ou que les gens vont attendre dans un épisode ou dans un film.
Et là, en l'occurrence, c'était ça. Chaque semaine, les gens attendaient de voir ce qu'allait se passer entre Kane et Bryan. Et on le voyait dans les shows, dans les salles. Le public était extrêmement derrière cette équipe. Tout le monde attendait les segments, tout le monde attendait de les voir, tout le monde espérait que ça y ait de l'embrouille. Et puis le chant Hug It Out grandissait également. Le Yes, le No de Kane, enfin, il y avait vraiment tout, tout était parfaitement bien huilé et ça fonctionnait extrêmement bien. La WWE jouait vraiment bien dessus en faisant participer les fans parce qu'il y avait même eu un vote pour choisir le nom de l'équipe de Daniel Bryan. Justement, c'était Team Hug It Out, il y avait d'autres choix. Et au final, c'est Team Hell No qui a remporté ce vote. Mais ce que tu viens de dire, encore une fois, est très intéressant comme d'habitude parce que ça me fait penser ça me fait penser à une interview que je viens de dire récemment de Kurt Hawkins, où tu viens de dire justement que tu vois, le plus important, c'est pas forcément toujours les titres. Certes, c'est génial que d'être champion du monde, etc., bien entendu, mais tout le monde ne peut pas l'être. Et par exemple, la semaine dernière, je lisais une interview de Kurt Hawkins qui expliquait que ces 3 dernières années, quand il avait eu la losing streak, et bien au final, lui, ça a été la meilleure période à la WWE de sa carrière, et également la période où il a fait le plus d'argent. Ah oui, parce qu'il était à la télé toutes les semaines, et donc dans les house shows également, et peut-être plus mis en avant. Oui, c'est ça qu'il faut. Nous, on regarde ça comme des fans et on veut que le personnage qu'on aime réussisse le mieux. Mais pour 90% de ces messieurs et dames, bah, c'est un travail et eux veulent le prendre le plus de plaisir. Évidemment, réussir, bien sûr, être au sommet de ce qu'ils peuvent être, mais tout le monde a conscience aussi que tout le monde ne peut pas être le premier rôle d'un film, tout le monde ne peut pas être le personnage central d'une série. Et donc, à côté de ça, il faut faire son trou et puis il faut réussir à sortir du lot. Et quand on sort du lot, quelle que soit la manière, vaut mieux que ce soit d'une manière sympa. Même une losing streak, ça peut être effectivement sympa pour une superstar parce que tu affrontes plein de mecs différents toutes les semaines. Tu peux avoir de la créativité sur comment tu vas perdre. Enfin, il y a plein de choses extrêmement drôles à faire autour de ça et s'amuser, bien que tu perds. Et au final, ça a quand même payé un match à WrestleMania où il remporte le titre par équipe avec Zack Ryder. Zack Ryder, oui, tout Donc, à fait. en plus, tu as ton WrestleMania moment Oui. Au final derrière. C'est vrai. Non, Kurt Hawkins avait vraiment bien géré tout ce qui se passe de ce côté-là. On avance un petit peu maintenant au niveau de l'année 2012, on va arriver vers la fin de l'année. À cette période-là, CM Punk est champion du côté de Raw. On va avoir le droit à un match triple threat avec John Cena, CM Punk et Ryback au Survivor Series. Donc nous sommes en novembre 2012, si je dis pas de bêtises. Normalement, oui. Et là, il y a trois renégats, 3 hooligans et là, qui débutent de nulle part, enfin qui sortent de nulle part et qui tabassent. Alors, est-ce qu'ils tabassent les deux, Ryback et Cena? non. Ou est-ce qu'ils tabassent que Cena? Je me souviens plus. Ou Il y a- que Ryback? Que Ryback. Que Ryback, ok, ouais. Ils font passer. Trois personnes arrivent en fait de par la foule. Ils attaquent Ryback, ils le font passer à travers une table, la table des commentateurs. Le premier, je crois, triple powerbomb du Shield. Oui. Et pendant ce temps, dans le ring, en fait, Ryback venait de porter son shell shock à Cena. Donc CM Punk en profite, peut-être qu'il lui met un GTS ou pas, mais CM Punk remporte le match grâce à ça. Qui sont ces 3 catcheurs qui sont intervenus lors de ce match? Il s'agit de Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns. Oui, alors on dit Roman Reigns. Tout à fait. Le Shield. Eh oui. Mais alors, première remarque, le Shield, mais alors vraiment sorti nulle part, quoi. À ce moment-là. Ah oui, parce que c'était même pas déjà à NXT. Je Non. veux dire, à NXT, on avait vu Roman Reigns, je crois, 1 ou 2 fois à NXT, parce qu'on le commentait encore à l'époque avec Philippe Chéreau sur la chaîne Action. Et évidemment, Seth Rollins, lui, avait gagné le premier titre à NXT. Il était en solo, et Dean Ambrose, je crois qu'on l'avait vu quand même un petit peu. FCW, sinon il avait eu ce petit face-à-face, on l'avait mentionné vite fait avec Mick Foley, je crois. Où tu sais, ils avaient teasé une rivalité avec Mick Foley. Côté hardcore. Voilà. Et ils s'étaient croisés à Access, où ils s'étaient un petit peu embrouillés. Mais au final, la rivalité a été laissée tomber par la suite et ça n'a jamais mené au début de ce Moxley. En tout cas, ça n'avait jamais été, ne serait-ce que sous-entendu ou que ce soit. Ça, pour le coup, ça semblait être un truc créé de nulle part finalement. Ça ressemblait un peu à la Nexus aussi, sauf qu'ils étaient que 3. Mais il n'y avait pas, ça sortait de nulle part. Il n'y avait pas de petits indices, quoi que ce soit. Un jour, Rollins se promène dans les couloirs, t'as Roman Reigns qui passe ou une connerie, enfin vraiment un truc subtil, non, rien du tout. Ça sortait de nulle part et boum, Rollins, Ambrose et Roman Reigns débarquent et deviennent The Shield. Et très belle création, l'une des plus belles créations, effectivement, on l'a dit, de ces 10 dernières années de la WWE, que ce soit dans leur look, dans leur musique d'entrée, avec ce Sierra, Hotel India, Ecolema, Delta, cette voix qui lance leur entrée, l'entrée par le public. Enfin voilà, après,
La mise en place était sympa aussi parce que pendant plusieurs semaines, on ne savait pas. Est-ce qu'ils étaient payés par CM Punk? Est-ce qu'ils étaient payés par Paul Heyman, qui était l'avocat de Mhm. CM Punk à ce moment-là? Notre ami Man- qui était à ce moment-là, je crois, manager général d'Euro, le petit jeune qui n'est plus là aujourd'hui, Brad Maddox? Brad Maddox, était aussi accusé Ok. de... Non, tu te souviens Ah, je pas? me rappelle pas. Bah, il était aussi dans cette histoire, hein. Ok. Des gens, on accusait Brad Maddox, on accusait Paul Heyman, on accusait CM Punk d'avoir diligenté le Shield Ok. pour faire leur basse besogne. D'accord. Je crois qu'on l'avait peut-être déjà mentionné également dans la cloche, mais pour rappel, le Shield à ce moment-là en coulisses, on peut mentionner un petit peu ce qui se passait en coulisses, le Shield était une idée de CM Punk. CM D'accord. Punk qui était allé vers Triple H en lui proposant l'idée d'un clan, trois personnes qui pourraient intervenir au Survivor Series pour l'aider. Et la petite anecdote, je ne sais pas si tu étais au courant, mais Dis-moi. CM Punk à la base avait proposé trois noms: Seth Rollins, Seth Rollins, oui, John Moxley et Cassius Ohno. Ah, À la base, le troisième nom proposé par CM Punk, c'était Cassius Ohno. bon Et après je comprends pourquoi ils ont plutôt pris Roman Reigns, hein. ce sont Parce les que officiels qui ont Chris dit. Hero, qui est donc Cassius Ohno, Mhm, bon, plus âgé, au niveau du look, c'est pas bon, pareil. voilà, c'est pas du tout ça. Roman Reigns passe quand même vachement mieux, je trouve. Enfin, je comprends qu'ils aient choisi Roman Reigns, et la preuve en est aujourd'hui. Bah, la WWE avait clairement de gros plans pour ce clan si jamais ça allait marcher. Et c'est clair que voilà, avec Roman Reigns, ben, l'association était parfaite. Mais moi c'est ça ce que j'ai aimé, comme tu l'as dit, c'est qu'on les connaissait. Les fans de Ligue Indépendante connaissaient John Moxley et Seth Rollins. Moi, personnellement, étant grand fan de la Ring of Honor et suivant la CZW de temps en temps, voilà, j'avais vu Moxley, j'avais surtout vu Rollins, qui était donc The Age of the Fall, notamment à la Ring of Honor, et champion du monde, un clan avec Jimmy Jacobs à une période qui était assez dark, assez sombre. Inimaginable à ce moment-là, faut savoir que Seth Rollins soit main eventer un jour. Moi, Oui, moi, bien sûr. personnellement, il était beaucoup plus maigre aussi, déjà, il faut savoir, mais moi, je Mais voyais. ça fait partie, bah, c'est comme les Daniel Bryan, Non, c'est c'est comme clair. les CM Punk, ça fait partie pareil pour Ambrose. Moi, je n'ai jamais trop suivi la CZ parce que voilà, j'ai adoré la ECW, mais la CZ c'était quand même le niveau au-dessus Ouais. de violence. Puis j'avais vieilli. Quand tu vieillis, c'est beaucoup plus compliqué après d'aller Mhm. voir du néon et ce genre de Ouais, je choses. comprends. Hein, quand j'avais 17 ans, j'ai regardé les King of Deathmatch, j'ai regardé toutes ces choses-là, mais en vieillissant, tu te dis merde, les gars, C'est clair, pareil. Moi, aujourd'hui, je regarde voilà, plus trop, mais. faites une pause, quoi. Mais donc, oui, tu te dis, enfin, c'est peu probable que Dean Ambrose, John Moxley arrive à devenir mainstream, quoi. Mhm. Arrive à faire quelque chose devant un grand public et pour une fédération aussi mainstream que la WWE. Et Reigns, par contre, on connaissait pas. Comme tu l'as dit. Non, oui, moi je me souviens, je crois deux matchs. Deux matchs ont été diffusés à la télé. Où il s'appelait Leaki, quelque chose. C'était Peut-être, ouais. un nom un petit peu Oui, plus différent. samoan, effectivement, c'est possible. Mais Je me oui, demande s'il catchait pas pieds nus, mais. Ah. Bah, je sais que Rousseff catchait pieds nus, Mhm. mais bon. Bref, en tout cas, on l'a pas vu beaucoup. Il l'avait bien gardé sous le coude, Et quoi. ça, c'est cool. Quand on t'amène un catcheur que pour la peine, tu as même pas vraiment beaucoup vu dans le centre de développement, moi je trouve ça super intéressant parce que t'as aucune info sur ces gens au final. Mais c'était un peu le cas avec Braun Strowman, Oui. qu'on avait beaucoup vu évidemment aux côtés de Adam Rose dans les Rosebud. Enfin voilà, il dansait, il faisait le couillon à côté. Mais quand il a débuté, bon, certains ont dit ah oui, c'est vrai, il était dans les Rosebud, mais après il fallait se Oh, pas souvenir moi. que oui, moi je me souviens pas forcément que ça m'est. Parce on l'a croisé avec Shiro, on était à Rose dans les vestiaires le jour où il débute, Mhm. le lendemain d'un SummerSlam. Et on se dit putain, c'est qui ce grand gars là, putain. Et après, on comprend qu'il est avec la Wyatt Family et tout ça. Mais on n'a pas tout de suite fait le rapprochement. Après, quand tu revois les images d'Adam Rose, ah oui, bien sûr, il est là. Tu peux difficilement le Ah, faudra louper. que Je je veux dire, vois. il est grand, Mhm. il a cette tête un peu d'ahurie forcée, quoi. Donc voilà, Roman Reigns, grande découverte. Et donc le Shield, énorme gang. Certainement encore une fois, l'une des meilleures choses que la WWE ait faites ces dernières années. Surtout qu'ils vont leur faire confiance et leur donner de la force. Justement, on passe au prochain pay-per-view de l'année, donc c'est WWE TLC, le dernier pay-per-view de 2012. Je mentionne une phrase que j'aime beaucoup, je l'ai peut-être déjà mentionné dans la cloche, mais je crois que c'est Jim Ross qui avait dit ça dans son livre. C'est soit Jim Ross, soit Ric Flair, mais je crois que je l'avais déjà dit. Il avait expliqué qu'un match est génial, un match de catch est génial jusqu'à ce qu'il commence. Ah, Je crois que je t'avais déjà mentionné cette je m'en phrase, souviens pas. mais Mais c'est vrai. j'adore cette phrase, parce que c'est ça en fait, et c'est toujours ça dans la vie, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose dans votre tête peut être génial, mais c'est génial jusqu'à ce que ça commence et que vous deviez le faire. Et à ce moment-là, ça tient plus qu'à vous
que de Ah bah, faire ce que vous aviez en tête, ce que vous voyez ce que je veux le dire. meilleur exemple qui me vient en tête, à mon avis, et bon, pour les plus jeunes, il y en a sans doute d'autres, mais pour ma génération, c'est Hogan Sting, Starrcade 97. Où tout le monde attend, tout le monde attend. On est comme des fous. On avait déjà internet, on pouvait pas le regarder en live, mais je me souviens m'être réveillé le lendemain matin. Première chose, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu te rends compte que ça a été une merde sans nom. Ouais. Et que toute la magie s'est arrêtée au moment où, là, en fait, Hogan est dans le ring et Sting arrive avec sa musique d'entrée et marche sur la rampe. Et que je crois même ils font un contact collar and elbow tie-up. Voilà. Et donc ce match-là était gigantesque jusqu'à ce qu'effectivement il débute et qu'en fait non. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça l'histoire du catch. Et pour moi, le Shield à ce moment-là, c'est exactement ça. Là, on est tous hypés, on est tous à fond, qu'est-ce qui se passe? Alors je regardais si c'était pas une fourmi, mais non, c'était une petite. Ah, tu m'as fait peur, parce que je déteste les insectes. Non, Donc, c'est bon. Sauf Il y les avait fourmis. Une petite, D'accord. Donc là, on est tous hypés, en gros, pour ce match. Tout le monde attend de voir ce que va donner le Shield, qui sont quand même à ce moment-là 3 rookies, je veux dire, par rapport au main roster. Et ça nous mène à un match 3 contre 3 à WWE TLC, avec justement la team Hell No, qui à ce moment-là s'est bien formée, donc Daniel Bryan et Kane, qui vont faire équipe avec Ryback, car ces 3 catcheurs ont été attaqués justement par le Shield les semaines précédentes. Ryback et Team Hell No contre le Shield, donc c'est un TLC match. Honnêtement, j'ai pas encore regardé le match, je me regarde les matchs toujours le lendemain de la cloche. Ah bah, un truc qui sert à rien. Parce que ça me rappelle plein de souvenirs. Ah ouais, mais une fois que c'est enregistré, alors vous évidemment, tant mieux si ça vous donne envie de regarder ces matchs. Et celui-là, il faut le regarder. Ouais. Parce que moi, je m'en souviens pas prise par prise. Mais je me souviens que c'était fou. Mais c'est une explosion, dans mes souvenirs, de 22 minutes. Alors, il y a certainement des moments un peu plus lents, des trucs, mais ça va... Et ça va être le début, en fait, du retour des matchs à 6 à la WWE, parce que pendant longtemps, les matchs à 6 avaient été abandonnés. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, exceptionnellement, il y avait des matchs à 6 par-ci, par-là. Enfin, voilà, moi, je me souviens de la Strike Force et Ultimate Warrior contre les Legion... putain, pas un truc juste. Strike Force et Ultimate Warrior contre les Demolition et Mr. Fuji, par exemple, qui restaient dans mon esprit, tu vois, parce qu'il n'y en avait pas souvent et que c'était classe des matchs à 6, parce que tu avais 6 superstars. Mais jusque-là, il n'y en avait plus tellement. Et ce match, je crois, va donner le ton de ce qui va arriver dans les mois à venir, parce que, ouais, putain, ça explose, c'est la classe, c'est la folie. Il se passe 1000 trucs en même temps. Et en effet, Rollins et Ambrose vont beaucoup se lâcher dans ces matchs, quoi. On va voir vraiment le côté indie finalement débarquer à la WWE avec des sauts fous, des enchaînements assez incroyables, et ils vont très vite trouver une routine. Ils vont très vite, je sais pas comment ils se sont entraînés en amont, mais ils vont très vite trouver une routine en équipe, quoi. Ils vont très vite inventer des choses qui vont devenir coutumières. Ben oui, parce que c'est ça ce qui est étonnant avec les matchs 3 contre 3. Tu vois ce que je veux dire? Plus il y a de catcheurs dans le ring, et plus d'un côté c'est facile, on va dire, d'occuper la caméra, mais d'un autre côté c'est justement très compliqué d'organiser le match. Oui. Il faut que à un moment ce soit, on va dire que la caméra soit sur 2 catcheurs, puis le focus passe sur 2 autres catcheurs, etc. On savait pas à quoi s'attendre quand on est rentré dans ce match, et moi, les souvenirs que j'ai, c'est que je suis ressorti du pay-per-view sur le cul. En me disant, un petit peu comme lors du Lesnar-Cena, qui était quelque chose qu'on n'avait pas vu à la WWE depuis des années, mais là, ce 3 contre 3, la prise de risque lors de ce match, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années. L'excitation, je me souviens que Seth Rollins a pris des bumps incroyables durant ce match. Il fait des sauts fous, il y en a un. Près de l'entrée, je crois, à la fin, avec des tables et une échelle, et limite, il se relève pas tout de suite après ce bump, ce qui fait que les gens même s'inquiètent un petit peu, mais dans mes souvenirs, ils fêtent ensemble à la fin dans le ring. Mais bah voilà, comme on l'a dit, un match peut être génial jusqu'à ce qu'il commence. Là, il a commencé. Et même, il n'y avait pas ce niveau de hype d'un Hulk Hogan Sting. Il n'y avait pas un niveau de hype. Ils auraient pu faire moins bien et quand même pas forcément décevoir. Mais là, on s'attendait pas non plus à tant de choses que ça, parce qu'on savait pas encore trop à quoi s'attendre. Pour l'instant, c'est principalement que des attaques et des choses rapides, vives. Ils arrivent, boum boum, et ils repartent, quoi, comme disait Boosty. Hein. Boum boum boum, et ensuite tu tapes, et boum boum boum, enfin voilà. et là, on n'avait donc pas d'énormes attentes, mais ils ont été à la hauteur des petites attentes qu'on avait, ils les ont dépassées 1000 fois. Et aussi, ce qui est important, ils gagnent. Ce qui serait arrivé, ils auraient fait le match de la soirée, mais ils perdent. Enfin voilà, là la WWE n'a pas commis la même erreur qu'avec la Nexus. Exactement. Là, ils ont su leur faire confiance directe. Et cette première victoire, et surtout ce premier match qui a été le match de la soirée, parce que regarde le main event, bah, c'est pas besoin de reculer, je me souviens. Cena contre Ziggler. C'est Dolph Ziggler qui bat John Cena pour la mallette Money in the Bank. Ouais. Et
Ben voilà, je ne m'en souviens pas. Par Moi non contre, je plus. me souviens C'est ce que je viens de me dire, que le main event, ça aurait pu être le Et 3 il est en contre 3, milieu de quoi. carte, quoi. Mais effectivement, ils étaient exceptionnels. Ouais. Donc, est-ce que tu avais petite question, goût perso comme ça, est-ce que tu avais un chouchou, toi, ou un favori parmi les 3 membres du Shield au départ, quand ils sont arrivés? Oh, bah, c'est pas parce que je porte son t-shirt aujourd'hui et que il a fait un enfant à mon ami Becky, mais non, mais je pense Rollins parce que ça correspond bien à mon style. Tu vois, le côté voltigeur, topé, et, Phoenix Splash et compagnie. Mais j'aimais beaucoup les trois parce qu'ils avaient vraiment. Et c'est pareil, ils avaient trois manières différentes. Il y avait Reigns qui était le mec qui parlait peu et qui avait cette voix Ouais. d'homme. C'est pour ça que je dis Roman Reigns. Parce que je devais les traduire. Et il y avait, si je me trompe pas, Dean Ambrose, je le traduisais un peu comme un méchant de manga des années 90, Ok. comment ça s'appelle, Nicky Larson. Parce qu'il avait un peu cette voix. J'hésite maintenant, est-ce que c'était Rollins que je traduisais comme ça? Mais voilà, j'essaie aussi en les traduisant de leur donner, de rendre justice à ce qui transpirait en anglais en quelque sorte. Tu vois, le mec qui parle peu, Reigns, mais d'une voix caverneuse. Le côté fou de Dean Ambrose et le côté un peu voilà, sournois de Rollins qui semblait être le plus sournois des trois. Bon, donc voilà, je préférais Rollins, mais j'aimais vraiment l'association des trois pour le coup. J'avoue que moi au départ j'avais vraiment une préférence de folie pour Roman Reigns à cause de ce côté silencieux cool qui malheureusement a été perdu au fil du temps. Mais c'est assez intéressant de voir comment bah, beaucoup de gens au début Roman Reigns c'était le chouchou. Oui, bah, C'était tant que le Shield était sur pied, c'était Roman Reigns qui ah était le ouais, plus ovationné, qui était le plus truc, parce c'est qu'on a toujours bien aimé les Big Daddy Cool Diesel, c'est ça. parce qu'on a toujours bien aimé les mecs silencieux qui envoient du lourd. Et on va terminer sur le Royal Rumble 2013, car c'est le pay-per-view bien entendu qui lance la rivalité vers WrestleMania 29. Et on a encore une fois de retour le Rock. Le Rock qui a un énorme match à ce moment-là au Royal Rumble face au champion de la WWE, CM Punk. Eh oui. Et oui. Eh Alors, ben, il le bat, et merde. Et voilà. Ah ouais, bon. Non, mais c'est vrai, c'est sûr, malheureusement, l'histoire donne raison à la WWE, puisque le WrestleMania suivant au MetLife Stadium est, à l'époque, je pense que c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, je suis pas sûr, mais le plus rentable de l'histoire. Parce que dans la région de New York, donc beaucoup de gens de l'étranger peuvent se déplacer, et puis c'est le rock. Et donc voilà, il y avait de l'argent à se faire, et ils se sont fait l'argent. Et malheureusement, nous vivons dans un monde capitaliste où à la fin de la journée, comme on dit en anglais, in the end of the day, c'est ce qui compte. Donc au bout du compte, voilà, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Mais je rêvais de voir Punk battre le rock. beaucoup de personnes l'espéraient. On Encore, avait peu d'espoir, hein, on avait mais peu d'espoir, mais je me on disais en pourquoi rêvait. pas. On en D'ailleurs, rêvait. il y a victoire de Punk. Si je me trompe pas, Punk gagne le match. Et ça redémarre Et ça après. redémarre, ouais. Oui, donc tu as raison, en fait, il a eu une intervention durant le match. Les lumières se sont éteintes quand elles se sont rallumées, The Rock était KO, donc les gens imaginent que c'était une intervention du Shield, bien entendu, c'est ce que les commentateurs disent. Ce qui fait que Vince McMahon est ressorti. À la base, il voulait enlever le titre à CM Punk, littéralement, mais The Rock lui a dit non, redémarre le match. Bien entendu, le héros de Rock, je veux dire, attendez. Et on redémarre le match, The Rock remporte le titre. Alors, pourquoi à ce moment-là The Rock bat CM Punk? C'est parce que la WWE, comme tu l'as dit, voulait faire un énorme WrestleMania et il voulait surtout faire le match revanche entre John Cena et The Rock. Pour rappel, on avait eu le premier match à WrestleMania 28, The Rock a battu John Eh oui. Cena. Et ils ont beaucoup joué sur le fait que ça avait pourri la carrière de Cena, sa vie. Je me souviens pas que ça lui ait tant pourri la carrière. Enfin, je veux dire, il a quand même encore des matchs et des victoires durant cette année. Bon, on évoquait Ziggler, une défaite contre Ziggler, ça n'a pas dû lui arriver souvent. Mais bon, ils ont même parlé du fait qu'il est divorcé durant cette année. Pendant le clip, l'un des nombreux clips, parce que je crois qu'il passe 6 clips sur Cena Rock pendant WrestleMania, Ok. et non pas avant le match, mais pendant la soirée, il y a une demi-douzaine de clips qui passent, et beaucoup sur la rédemption de John Cena, et ils mettent des articles de journaux, John Cena got divorced, enfin voilà. Donc il avait à l'époque quitté sa petite amie du lycée, si je ne me trompe pas, D'accord. avec laquelle il s'était marié, et ils étaient restés de longues années ensemble. Et à partir de là, John Cena a commencé à vivre une vie un petit peu plus tranquille ou doudou, sortant avec des jeunes actrices de films pour adultes, enfin voilà, des choses comme ça. Il s'est un petit peu rattrapé, tu vois. Mais il rigole, il rigole. Non mais enfin voilà. Non, mais Mais je me souviens, ils ont vraiment joué sur le côté, ça avait pourri la vie de Cena pendant une année.
cette défaite contre le Rock, il fallait que John Cena ait sa rédemption, il fallait que John Cena... L'histoire est jolie. Après, tu vois, il a quand même battu Lesnar quelques semaines après sa défaite contre Bah le oui. Rock, donc ça aurait été encore plus joli s'il avait avait perdu tout tous ses perdu matchs, ouais, pendant toute totalement. l'année, mais ça aurait pas non plus été logique qu'il soit challenger numéro 1 pour le titre. Quoique, tu peux perdre toute une année, gagner un Rumble et t'es quand même challenger numéro 1. Enfin voilà. Ils auraient pu aller jusqu'au bout, quoi. Vraiment l'envoyer en dépression, C'est vrai. des choses comme ça. Mais Donc c'est ça l'histoire du match, c'est pour ça que ce qui se passe sur du Royal Rumble, bien entendu, là, on savait plus ou moins ce qui allait se passer. The Rock bat CM Punk, même si on ne l'espérait pas, et John Cena remporte le Royal Rumble match en éliminant en dernier Ryback, ce qui fait que le main event de WrestleMania 29 est tout tracé. John Cena contre The Rock, le match retour. CM Punk a beaucoup mentionné dans les interviews qu'encore une fois, ça lui a pas forcément plu, on va dire. ah bah, je comprends. Tu es champion pendant un an, parce que c'est vrai que ça, tu vois, 434 jours. ça donne vraiment l'image de allez, sois champion quand il n'y a pas WrestleMania tout le reste de l'année, mais quand on va faire le moment où tout le monde nous regarde, bah là c'est pas toi en fait qu'on veut mettre devant les écrans, on va prendre excuse-moi The Rock et excuse-moi John Cena. Et puis malheureusement, ça consolide aussi dans l'état d'esprit des gens qui ne regardent pas forcément toute l'année, que les gars qui débarquent pour un soir sont 10 fois meilleurs que tes mecs que tu as toute l'année. Et ça, c'est quelque chose que quand nous on était petits, ça n'existait pas. Mais Je veux dire, Bob Backlund est redevenu champion de la WWE par exemple, mais ça a été après au moins un an, si ce n'est deux, et c'était vraiment dans une histoire personnelle avec Bret Hart. Et voilà, il n'a pas squashé Bret Hart, bon, il squash pas non plus Punk, mais tous les anciens qui revenaient, moi quand j'étais gamin, ils se faisaient battre. C'était des anciens, et ils étaient là pour mettre en avant les nouvelles superstars. Et il y a eu, je l'avais dit une fois dans un des pronos d'Ajus sur la chaîne C'est ça le catch pour un mystery, pour un WrestleMania qu'on devait booker comme ça longtemps en avance, notre WrestleMania, et j'avais dit ouais, Stone Cold est dans le ring, le Miz arrive, boum, il pète la gueule à Stone Cold. Le Rock arrive, le Miz arrive, boum, il pète la gueule au Rock, parce que merde, il serait temps que les superstars d'aujourd'hui pètent la gueule aux superstars d'hier. Parce que mine de rien, le Rock a beau être la superstar la plus bankable d'Hollywood, il est plus dans le catch, et ça n'est plus qu'un acteur, et il y a mille manières d'expliquer pourquoi le Rock pourrait se faire péter la gueule par une superstar d'aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est dommage. c'est fou, mais je me suis fait cette analyse l'autre soir, à un moment quand j'étais seul, je regardais un show avec mes pops, et justement, je me suis dit exactement ça. Quand nous, on regardait le catch dans les années 90, t'avais pas ces anciens qui revenaient, mais qui voulaient toujours être au top. Et pour moi, ces catcheurs ne réalisent pas qu'ils font beaucoup de mal au catch, en fait. Mais je ne crois pas que ce soit Parce que- particulièrement un choix de ces superstars Ah en non, particulier. c'est Justement, aussi je pense que sûrement c'est les plutôt officiels, blabla, etc. le côté créatif qui est aussi, c'est pareil, c'est l'évolution du monde. Mais c'est clair Regarde, que, comme tu l'as dit, si tu reviens et que t'es tout le temps une star, ça permet pas aux jeunes stars de pouvoir exploser, tu vois ce que je veux dire. Et il y avait Mais- pas ça à l'époque, les Non, anciens ne venaient mais pas faire ça à l'époque. Parce qu'à l'époque, ce sentiment, et là c'est plus un argument pour défendre la WWE, bien qu'elle n'ait pas besoin de moi pour être défendue, mais c'est là où je comprends pourquoi ils le font, c'est que nous, dans les années 90, le côté nostalgie n'existait pas encore. Dans les années 90, ce qui existait avant était ringard. Aujourd'hui, dans les années 2010-2020, ce qui était avant était classe, cool. On l'a vu en France avec justement la radio nostalgie, toutes ces radios qui ont explosé sur ce sentiment-là, toutes les émissions de télé qui reviennent après avoir été arrêtées alors que ça Oui, c'est n'existait vrai, pas. ouais. Tu vois, nous, quand on était gosses, une émission s'arrêtait, elle ne revenait plus jamais. Aujourd'hui, on Les en voit... remakes de séries, de films, etc. Aujourd'hui, ouais. Disney qui ressort effectivement tous ces Disney, mais avec des vrais acteurs et tout ça. J'avais d'autres exemples en tête, mais bon, ils ne me viennent plus. Mais voilà, la WWE ne fait que se calquer sur le monde dans lequel on vit, un monde où les gens aiment être nostalgiques, aiment qu'on gratouille cette corde de la nostalgie en leur ramenant ce qu'ils ont aimé auparavant, quoi. Quitte à ce qu'ils soient déçus malgré tout, mais encore une fois, on vit dans un monde capitaliste et ils seront déçus après avoir consommé. Donc tant pis. Je veux dire, ils auront déjà dépensé l'argent. Dans le cinéma, justement, c'est ça que je voulais, à ça que je voulais en venir avant. Tu vois, les Ghostbusters, certes avec le casting féminin, mais Ghostbusters avec les hommes va revenir aussi. Ils ont retenté les... Bon, je les ai pas vus. Indiana Jones, bon, c'est plus vieux, mais c'est dans cette même truc. Et la WWE, comme toujours, se cale dans ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, dans le monde, c'est de notre faute. On aime retrouver les trucs qu'on aimait quand on était gosse, quoi. Ouais, c'est vrai. L'un des premiers... Très bonne analyse, très bonne analyse.
L'un des premiers avec qui ça marchait, c'était Hulk Hogan. Franchement, WrestleMania 18, qui aurait pu imaginer que Hulk Hogan se taperait un règne de plus en jaune et rouge, alors que c'était genre 5 ans avant, plus personne n'en voulait d'Hulk Hogan. Mais en 5 ans, il était redevenu déjà cool. Et c'est ce que je dis souvent à Chéro, pour l'instant on est ringard, mais quand les gens qui nous écoutaient quand ils avaient 5-6 ans auront 40, ben, on sera peut-être de nouveau cool. Et voilà, c'est l'évolution de la vie. C'est les jeunes d'aujourd'hui qui devraient avoir plus de cojones, comme on avait peut-être Shawn Michaels, trop, et qui était imbuvable à cette époque dans les années 90 et qui imposait sa loi dans les vestiaires avec sa clique et compagnie. On en a beaucoup entendu parler. Après, entre le vrai et le faux, ce qui était exagéré ou pas, mais c'est aussi ça le truc. Et la WWE a changé en cela. C'est que Shawn Michaels, justement, le disait il y a une dizaine d'années de cela, en regardant les vestiaires de WWE, il disait, mais c'est qui ces jeunes, ils sont tous tellement polis, tellement respectueux et tout, mais les gars, on est dans le catch, il faut un petit peu y aller, quoi. Et je sais pas si ça irait mieux si c'était un peu plus comme ça, mais en tout cas, tu peux pas mettre sur le dos une superstar de 50 piges qui va prendre son million pour aller catcher dans le main event d'un grand show. Tu peux pas lui en vouloir. Je veux dire, la même superstar de 28 ans aujourd'hui qui se fait prendre sa place, si on la met 12 ans plus tard à la place de la vieille superstar, elle fait pareil. Non, c'est clair. C'est Ouais. chacun voit midi à sa porte. C'est ce que je chacun disais fait avec avancer son Goldberg schmilblick. récemment. Je veux dire, Goldberg, certes, j'étais pas content qu'il soit Universal Champion, mais je veux dire, tu te mets à la place de Goldberg, on t'appelle en disant, bon, Bah oui, tu veux 1 million et tu veux devenir il champion. fait pas dans le social. Bah bien Goldberg. sûr, je veux dire bien sûr. Et de C'est ce pas- côté-là, il a raison. On Donc est, on c'est vit pas de sa faute. malheureusement pas dans un monde qui réagit comme ça. Non, ça je suis d'accord. Ouais. D'autant plus aux États-Unis où c'est vraiment le capitalisme dur et fort. Et c'est chacun profite des opportunités qu'on lui donne. Après, moi, ce que je pense, c'est que les jeunes ne vont pas. Tu vois, Sina avait eu le courage de dire à Monsieur McMahon, bon, maintenant je suis votre prochain gars, faites-moi confiance. Quelle Et folie. Monsieur McMahon lui a fait confiance. Ça aurait pu foirer. Et ben ça a marché. Et où sont les nouveaux Sina qui vont aller voir Monsieur McMahon et lui dire, bon, maintenant je veux ma chance. Ça passe ou ça casse, peut-être que ça casse, mais où ils sont ces gars qui tentent le coup, quoi, qui prennent leur courage à deux mains et qui disent, merde, je suis je suis le meilleur gars au monde aujourd'hui. Il y a des moments où il faut y croire. Mais Quand on tu fais avait ce genre de vu métier. Austin lors de son interview pour son podcast, mais qui était diffusé sur le network. Oui. Il avait dit exactement ça à John Moxley à l'époque, quand ils avaient fait une interview En ensemble. lui reprochant effectivement. Et on avait vu que ça avait pas du tout plu à Moxley à Bah ce ouais, moment-là, mais- et que apparemment du coup, ben, depuis que Moxley a quitté la WWE, c'est pas qu'il s'est excusé, mais il a expliqué qu'à ce moment-là, il était aussi pas forcément dans un bon mood. Oui, oui. Et que il a pas aimé la remarque de Austin dans le sens où en fait lui il a dit qu'il a un peu pris dans une attaque en expliquant que ben, lui il voulait essayer de faire ces choses-là, etc. Mais il explique aussi que aujourd'hui si tu commences à peut-être trop ouvrir ta gueule, etc. Bah Oui, oui, tu peux être mal vu aussi. Non, mais c'est je ça. dis C'est pas le c'est pour ça, contraire. c'est très compliqué. C'est très compliqué. Tu navigues Ah oui, 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 c'est entre très deux eaux, compliqué, quoi. ouais. Il faut savoir être à la fois très sûr de soi Ouais. et pas trop Mm. pour ne pas blesser les mauvaises personnes ou ne pas te faire mal voir. Mais cela dit, enfin, je pense qu'on vit tous plus ou moins ça. Alors, les gens qui sont encore Ouais. étudiants, non, mais dans le milieu professionnel, Bah oui. quel que soit ton milieu professionnel, si tu veux avancer, si tu veux pouvoir avancer dans ton milieu, tu dois jouer un petit peu comme ça. À la fois te faire bien voir des gens qui vont prendre des décisions et à la fois, évidemment, rester humble et pas se faire détester des gens avec qui tu travailles parce que c'est aussi très important. Mais dans le monde du catch, c'est d'autant plus vrai parce que c'est concurrentiel. Et que les mecs, c'est un truc d'homme, quoi. Tu vois, je l'ai parfois vécu à mes dépens, à mes débuts, mais il y a de la testostérone, et comme dans un vestiaire de sport. Alors, je suis très mal placé pour parler, vu que je n'ai quasiment jamais été dans un vestiaire de sport. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et si les mecs étaient prenaient un peu plus d'initiative et autres, peut-être que ça se passerait différemment. Après, je me trompe peut-être totalement, puisque je ne suis pas dans les vestiaires et je ne sais absolument pas comment se gèrent ces choses à la WWE aujourd'hui. Ça me fait penser, on va finir sur ça parce qu'on a fait notre récart, je pense, donc on vous garde pas trop longtemps, mais ça me fait penser un petit peu à Madriddle. Madriddle qui en ce moment essaye justement de lancer ses propres rivalités sur les réseaux sociaux en lançant des pics Ouais, à Brock ça fait Lesnar et à longtemps déjà, Goldberg. Qui sait, peut-être qu'il va. Moi je trouve que ce serait une belle récompense pour Madriddle qu'il ait son match face à Brock Lesnar au final. Maintenant, on verra si ça arrive ou pas. Pour le moment, d'après les rencontres qu'ils ont eues en coulisses, Brock Lesnar et Paul Heyman lui ont clairement fait comprendre qu'il aura jamais ce match. Ah d'accord.
Et c'est ce que Madrigal a dit récemment dans une interview. Et j'espère que c'est du kayfabe, tu vois ce que je veux dire? Parce que si c'est pas le cas, je trouverais ça très dommage, parce qu'honnêtement, du coup, ça me rappelle un petit peu l'attitude de Goldberg envers Chris Jericho à la fin des années 90. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Vous avez une jeune star qui demande qu'à exploser. Donnez-lui son match. Je veux dire, même si c'est pour le perdre, donnez-lui quand même son match. Qu'il sorte un bon match. Il pourra sûrement sortir un bon match Riddle contre Lesnar parce qu'il a ce style UFC en plus également. Mais donnez-lui sa chance. Ne faites pas comme ce qui s'était passé entre Goldberg et Jericho à la fin, où Jericho avait réussi à lancer une rivalité à lui tout seul à la WCW. Mm. Et on n'a jamais eu le match, quoi. Enfin, on a eu un squash. Oui, Donc, oui, pour qu'ils finissent par se battre dans les vestiaires, ce que personne n'a vu. Voilà. Donc, franchement. Mais Matt Riddle est un bon exemple de gars qui arrive à naviguer Oui, parce que. et à monter. Là, il va arriver à SmackDown. Alors, ça peut être totalement foireux. On ne sait jamais. On croise les doigts pour que non, parce que il a suffisamment de talent et puis il est suffisamment différent pour qu'on ait envie de le voir se développer à la WWE. Mais force est de constater qu'il fait son chemin. Il a l'air sûr de lui. Il défend ses idées. Il va au bout du truc. Après, il n'a pas été champion NXT, soit. Il sera peut-être jamais champion du monde. Mais s'il arrive à avoir de belles histoires, de belles rivalités et qu'on prenne tous du plaisir, ben, il aura réussi son coup et on aura été content qu'il réussisse. En tout cas, pour le moment, il a pas l'air pénalisé par rapport à ce qu'il tente de faire. Justement, comme on disait à l'instant, peut-être que parfois c'est chaud, mais lui, certains médias avaient affirmé sans source que Vince McMahon aurait de la hit envers Matt Riddle, etc. Et Matt Riddle a dit lui-même, il a dit, écoutez, moi, personnellement, je suis là toutes les semaines. Je pense que quelqu'un me le dirait s'il y avait de la hit. Et je pense qu'il le ferait pas passer dans le roster de SmackDown avec Kurt Angle qui le présente, etc. S'ils avaient un problème avec lui. Donc c'est vrai. Un petit peu de courage, un petit peu de. Oui, les deux couillons là, qui font leurs vidéos devant des pop traumatisés, qui donnent des conseils aux superstars de la WWE. Nous ne sommes pas catcheurs. Mais non, c'est juste Mais bon, notre avis de fan. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, comme disait la Bourdelle dans Papy fait de la résistance. Et voilà. Il faut savoir être un peu entre deux choses et y aller. Il faut y aller, mais en tout cas, moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'il faille en vouloir aux vieilles superstars. Elles viennent prendre l'argent qu'on veut leur donner, quoi. Les mecs, ils ont aussi leur maison à 30 millions à payer, ils ont les universités de leurs enfants à payer. Chacun voit midi à sa porte. Non, encore une sûr. fois, on est dans le monde Comme capitaliste. dit, j'en veux bien, pas moi, vraiment que- à ces superstars, mais que les j'en mecs veux plus. partagent leur thune, tu vois, qu'ils se disent, ok, je prends le million, Ça, c'est pas bête. mais je file un petit peu aux jeunes superstars, aux trucs qui... J'avais lu que certains catcheurs faisaient ça à l'époque apparemment. Certains grands babyface qui savaient que voilà les petits catcheurs allaient devoir faire un petit match et qu'ils allaient rien toucher, apparemment ils leur donnaient un petit pourcentage de leur paye. Bah je voilà. sais pas, je veux pas dire de bêtises, C'est je sais pas louable. si c'est Ric Flair qui faisait ça, mais j'avais lu que c'était Ric déjà Flair, fait. disons qu'il filait un pourcentage au barman. C'était déjà pas mal et les mecs étaient payés en verre. Mais oui, non, comme je t'ai dit, moi j'en veux pas aux catcheurs parce que c'est normal, tu peux pas refuser de travailler, tu vas pas refuser de l'argent. J'en veux un petit peu plus aux scénaristes qui parfois vont chercher la facilité pour faire de l'argent. Mais c'est le Alors qu'on monde. peut également, je pense, faire de l'argent avec des jeunes stars si on tente des choses. Bray Wyatt est un exemple, par exemple, là, on a pris des risques, ça a fait des choses, tu vois. Je veux dire, là, il doit vendre un nombre de merchandising incalculable, Bray Wyatt, par exemple. Donc voilà, c'est un mix. Il faut réussir à balancer les deux Tout à choses. fait. Parce que l'expérience et les anciens, ça apporte. Moi, Tout à fait. je suis le premier qui dit toujours que À 11 ans en plus. on Dieu apprend sait que beaucoup. c'est un ancien. Ouais, oui, on apprend beaucoup des anciens. C'est la vieillesse Quel connard. qui t'apprend des choses. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce petit débat qui a animé notre fin d'émission. Évidemment, votre avis sur le Shield, mais j'imagine qu'il n'y aura pas d'avis négatif, parce qu'on est à peu près tous d'accord que c'était classe. Et que ça nous manquera. Ça fait partie des choses dont on sait que pour l'instant, ça ne va pas pouvoir recommencer. Donc on est quand même assez tristoun. Mais voilà, merci de votre fidélité. Merci de nous suivre aussi nombreux chaque semaine. Et puis comme d'hab, partagez. Et puis soyez gentils entre vous. Des messages, tout ça, on l'a vu tristement avec la catcheuse japonaise Hana Kimura et d'autres trucs. Je tenais à le répéter, je l'ai dit il y a la semaine dernière à Raw, lorsque Kairi Sane est arrivé avec son petit parapluie Un petit hommage. en hommage à Hana Kimura. Et voilà, je m'inscris aussi dans cette chose, je suis comme tout le monde, je suis un être humain, il m'arrive d'être chiant et méchant, évidemment, mais le moins possible, et je crois que vous m'avez jamais trop vu sur les réseaux être méchant avec qui que ce soit, parce que ça sert à rien. Essayez de profiter. Si vous aimez quelque chose, aimez-le. Si vous n'aimez pas, pas forcément ne le dites pas, mais voilà. Et ça sert à rien de vous engueuler. On est là pour le plaisir, c'est du catch. Voilà. Bisous à tous et très bonne semaine. Ciao. Aidez-nous, aidez-nous. On va les aider.